C'est le podcast MLB de The Free Agent. Salut à tous, c'est Charles. Et aujourd'hui, on va parler de MLB pour le premier podcast de l'année 2022. Alors certes, effectivement, la saison n'a pas encore repris et pour le moment, elle n'est pas prête de reprendre puisque, je vous le rappelle, depuis le 2 décembre dernier, nous sommes en grève. La MLB et la MLBPA ne se sont pas mises d'accord sur la prochaine convention collective, ce qui résulte un lockout, soit la première grève depuis 26 ans en MLB. Alors aujourd'hui, c'est surtout pour faire un petit point avec vous, pour vous donner un petit peu l'état de la situation en MLB, de ce qui va se passer ou du coup de ce qui ne va pas se passer dans les jours à venir. Et on fera un point aussi sur un élément particulier qui est au centre de ces négociations, c'est la manipulation du temps de service. Je pense que c'est assez intéressant de faire un petit point assez précis sur ce que c'est, sur cet aspect propre à la MLB. Alors, petit rappel des faits. La convention collective de la MLB a pris fin le 2 décembre dernier et faute d'accord entre les propriétaires, la MLB, et l'Union des joueurs, la MLBPA, eh bien, il en résulte un lockout, une grève. Ça veut dire que toute la saison ne pourrait pas reprendre, faute d'accord entre les deux parties, sur une nouvelle convention collective pour une durée qui sera déterminée dans les conditions du contrat. Alors, grosso modo, les joueurs veulent des salaires plus importants plus tôt dans leur carrière, une plus grande intégrité, on va dire concurrentielle au niveau des équipes, aucune manipulation du temps de service, et on y reviendra tout à l'heure. Moins de restrictions aussi artificielles pour les joueurs via la taxe sur l'équilibre concurrentiel, le fameux CBT, et des compensations via les choix de draft. Et puis parmi les objectifs propres à la ligue et aux propriétaires, on retrouve un montant statique de dépenses pour les joueurs, des playoffs élargis, ça on sait que c'est au cœur des discussions depuis plusieurs semaines et depuis plusieurs mois, un repêchage international et quelques changements aussi sur le terrain, notamment pour le frappeur désigné universel. Alors bien sûr, un accord pourrait être trouvé assez facilement. Le problème, c'est que ce lockout a quand même des conséquences. C'est assez simple. Tout se met à l'arrêt. Il n'y a pas de communication entre les franchises, les joueurs, et c'est vraiment une saison morte. Il ne se passe rien du tout, et vous pouvez le voir un petit peu dans l'actualité de la MLB sur The Free Agent et sur d'autres médias. Il ne se passe quasiment rien. Mais en fait, cela a un vrai impact sur les joueurs. L'absence de communication entre les franchises et ces derniers implique aussi que, par exemple, les joueurs blessés et qui sont en pleine rééducation, par exemple, ou encore ceux qui étaient inscrits aux différents programmes sur la santé mentale, eh bien, il faut qu'ils cessent leur engagement avec effet immédiat. Pour les joueurs blessés, ça veut dire qu'il n'y a pas de communication entre le joueur et le staff médical de la franchise. Donc pour se remettre dans sa rééducation et pour suivre le planning, eh bien, le joueur doit se débrouiller absolument seul. Pareil pour effectivement les joueurs ayant des visas. On ne va pas rentrer dans le détail, mais grosso modo, si un joueur n'avait pas son visa renouvelé pour la saison prochaine, il ne pouvait plus rentrer aux États-Unis après le lockout. C'est vraiment pour faire simple. L'autre conséquence, la dernière au final, ça reste la free agency. La free agency, du coup, elle sera bloquée et on a encore des joueurs comme Freddie Freeman ou Carlos Correa qui devront attendre qu'un accord soit trouvé pour pouvoir trouver la franchise qui les accueillera pour la saison 2022 qui commence. L'opening day est prévu pour le 31 mars prochain. Alors que le spring training reprend fin février, donc dans un peu plus de 6 semaines. Alors, est-ce que pour le moment, il faut appuyer sur le bouton panique ? Début décembre, non.
Ça, c'est sûr. Maintenant, on est le 4 janvier. Et selon les dernières infos de Bob Nightingale, il n'y a pas de réunions qui sont prévues entre la MLB et la MLBPA, alors que normalement en janvier, il devait y avoir la reprise des discussions. Laisser passer les fêtes, c'est à peu près, c'est tout à fait normal de laisser passer les fêtes avant de se remettre à renégocier ça. Maintenant, l'absence d'agenda des deux côtés crée une véritable incertitude et les joueurs sont aussi tributaires de ça. Les fans seront tributaires de ça parce qu'en janvier, normalement, les aspects économiques devaient être discutés entre les deux parties pour la prochaine convention collective. Alors, pour les joueurs, effectivement, c'est le flou le plus complet. Et Max Scherzer a très bien décrit ça avant-hier au New York Post, en disant que c'était des limbes pour le moment et qu'il n'y avait aucune visibilité pour les joueurs sur comment s'entraîner, quand est-ce qu'il fallait reprendre, quand est-ce qu'il fallait revenir. Pour le moment, on ne sait rien du tout. Les deux parties sont vraiment campées sur leur position et donc on n'a aucune visibilité sur comment vont évoluer les choses. Alors on l'a dit, il y a plusieurs sujets qui vont être abordés lors de ces négociations. Il y a des sujets très simples qui ne nécessiteront sans doute pas beaucoup de négociations. Le frappeur désigné universel, par exemple. Ces aspects-là, c'est pas le cœur au final des négociations. On le sait, le cœur de chacune des négociations entre la MLB et la MLBPA lors des conventions collectives, c'est l'argent. Oui. Le fric, évidemment. On est dans une ligue qui brasse des millions, voire même des milliards de dollars, avec des droits télé qui ont été en augmentation ces dernières années. Donc, les joueurs veulent aussi, évidemment, leur part, forcément, ils veulent leur part du gâteau. Plusieurs sujets dessus. L'augmentation du salaire minimum, bien entendu, mais aussi et surtout quelque chose qui est propre à la MLB, et c'est ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est le service time, le temps de service et sa manipulation par les franchises de manière complètement consciente ou vraiment, vraiment inconsciente. Alors le service time, qu'est-ce que c'est ? En MLB, c'est le terme qui désigne le temps qu'un joueur a passé dans la ligue majeure, soit en tant que membre de l'effectif, soit sur la liste des blessés, et cela se mesure en jours. Et la MLB est la seule à faire cela. C'est la seule à compter en jours le temps effectif de présence dans la franchise. Alors une saison normale de MLB, ça comprend 162 matchs, vous savez, et répartis sur 186 jours, qui comprennent aussi les jours de récupération et de repos. Pour qu'un joueur, au final, se voit comptabiliser une année complète de temps de service, il doit faire partie de l'effectif sur au moins 172 des 186 jours que compte une saison de MLB. Autrement dit, un joueur peut être en dehors de l'effectif de sa franchise ou de la liste des blessés pendant 14 jours par an et obtenir tout de même son année complète de service. Dès qu'il est envoyé en ligue mineure, les jours que le joueur passe dans ces niveaux ne comptent pas pour le temps de service. C'est vraiment quelque chose d'à part, la ligue mineure. Et c'est une donnée très importante pour les joueurs, puisqu'elle va en fait conditionner le moment où ils seront éligibles, par exemple, à l'arbitrage et à la free agency. Ces deux moments doivent leur permettre de faire un bond, notamment significatif en termes de salaire, parce que le premier arbitrage qui doit arriver permet de passer du salaire minimum à potentiellement un salaire à au moins 6 chiffres. Donc on parle quand même de millions de dollars de contrat, donc quelque chose qui peut effectivement changer la vie des joueurs.
Donc pour toute année avec moins de 172 jours de service, l'éligibilité à l'arbitrage et à la free agency est repoussée d'un an, d'autant de temps au final que le joueur n'a pas d'année de service complète. Du coup, les franchises, elles gardent leurs joueurs un petit peu plus longtemps au sein de l'effectif. Alors, comment elles peuvent faire ça ? Comment garder un joueur plus longtemps que le nombre d'années qu'il avait signé sur son contrat ? C'est ce qu'on appelle la manipulation du temps de service. Alors, qu'elle soit intentionnelle ou non, la manipulation du temps de service, elle existe en MLB. Et ça, c'est quelque chose que les joueurs se battent depuis quelques années pour faire reconnaître. Très difficile, on le verra, mais effectivement, ça existe. Et il n'est pas rare de voir des franchises assigner un joueur, et même un joueur extrêmement prometteur, aux ligues mineures, bizarrement, les 2 premières semaines de la saison régulière de MLB. Et, comme par magie, le joueur revient 14 jours plus tard et intègre l'effectif de la grande ligue, l'effectif principal. Il n'est pas non plus rare de voir des franchises faire exactement la même chose durant les 2 premières années du contrat d'un joueur qu'elles viennent de drafter, car ainsi, les joueurs ne peuvent plus prétendre à l'arbitrage à l'issue de ce qu'on appelle les Super Twos. Certains joueurs en fait sont éligibles à l'arbitrage en fait dès la fin de leur 2e année complète de service au lieu des 3 années. Ce qui fait qu'ils vont passer à l'arbitrage 4 fois au lieu de 3 avant la fin de leur contrat. Donc lorsqu'un joueur est drafté, il peut accéder à la free agency après 6 années de service complet. Donc, si vous avez bien suivi tout ce que je viens de vous dire précédemment, toute année incomplète repousse d'autant le moment où le joueur va être éligible à la fois à l'arbitrage et à la free agency. Et donc, potentiellement, à un bond de géant d'un point de vue salarial. Ce qui fait que de nombreux joueurs vont être draftés au sein de leur équipe à l'âge de 22, 23 ans. Et au lieu d'être éligibles à la free agency à 29 ans, eh bien, ils vont l'être à 30 ou 31 ans. Alors, pourquoi les joueurs se battent pour que ça cesse ? Tout d'abord, cette pratique n'est pas, vraiment éthique. C'est pas vraiment éthique comme pratique. Les propriétaires, en fait, optimisent leurs finances grâce à ce principe et sur le dos des joueurs qui sont les moins bien payés. Garder un joueur, repousser le moment où on va pouvoir augmenter un joueur de 1 an ou 2 ans, ça permet de s'assurer une masse salariale plus faible, tout en restant extrêmement compétitif vis-à-vis des autres franchises MLB. Et aussi, en reculant l'âge d'éligibilité du joueur à l'arbitrage et à la free agency, potentiellement un joueur peut avoir dépassé ses meilleures années et ne plus forcément attirer les franchises. Mais bon, tout ça, ça reste quand même extrêmement difficile à prouver. Et il y a des exemples. Il y en a qui ont essayé de se dresser contre ce système, volontaire ou involontaire. Bien entendu, toutes les franchises ne le font pas. On n'est pas en train d'accabler toutes les franchises MLB en disant elles font tout ça avec leurs meilleurs éléments qu'elles viennent de drafter. Non, ce n'est pas vrai. Mais dans l'histoire récente, il y a quand même 2 joueurs qui illustrent parfaitement cette manipulation du temps de service. Et le premier, c'est Kris Bryant des Cubs. C'était un crack, mais un vrai crack dans les ligues mineures et aussi pendant son passage dans le college baseball. Kris Bryant n'a fait ses débuts en MLB qu'en 2015, malgré des qualités qui étaient absolument hors normes et qu'il avait montré à tous les scouts et à sa franchise, qu'il l'avait drafté 2 ans auparavant, en 2013. Donc Bryant va rester dans les ligues mineures pendant 2 ans, avant de soudainement apparaître dans l'effectif 2 semaines après le début de la saison 2015. Ce faisant, et on remet tout le compteur et tout ce qu'on vous a expliqué un petit peu avant, son éligibilité à la free agency ne se fera qu'en
2022, donc à l'issue de la saison qui arrive, au lieu de l'an passé. Bien sûr, si un joueur n'est pas à la hauteur, bien entendu qu'il est normal de l'envoyer dans les ligues mineures et de ne pas le mettre dans l'effectif de la ligue majeure. Le rôle d'un GM, le rôle d'un entraîneur, c'est d'aligner la meilleure équipe possible. Mais dans le cas de Kris Bryant, il s'agit clairement d'une manipulation. Vraiment. Parce que lors de la saison 2015, il va quand même remporter le trophée de rookie de l'année et sera MVP l'année suivante, en 2016, et un acteur plutôt majeur du titre des Cubs qui a mis fin à cette attente interminable qu'avaient les fans des Cubs pour remporter une World Series. Comment on peut expliquer qu'un joueur dont on connaît le potentiel, de ne le faire revenir que 14 jours, bizarrement, 14 jours après le début d'une saison qui va mener à un titre de rookie de l'année. C'est l'un des meilleurs exemples. Le deuxième, c'est George Springer. Lui aussi, il a été un acteur majeur du titre des Astros et lui aussi a vu son temps de service manipulé après avoir refusé une offre de contrat de 7 ans et 23 millions de dollars que lui avait offert la franchise de Houston. Il a passé quelques temps en Ligue mineure et un petit peu, on peut interpréter ça comme un signe de représailles de la part de la franchise qui venait de perdre quand même l'année précédente 111 matchs et plus de 90 en 2014. George Springer pourtant était lui aussi un très bon élément qui aurait pu changer le cours d'une saison pour les Astros, mais finalement les Astros ont décidé de l'envoyer en Ligue mineure et donc de repousser sa candidature à l'arbitrage et à la free agency. Aujourd'hui, maintenant, Springer est parti à Toronto. Enfin, le dernier exemple, c'est l'an dernier. C'est les Mariners qui ont clairement avoué qu'ils avaient manipulé le temps de service d'un de leurs top prospects qui a fait ses débuts cette année, Jarred Kelenic. Je vais vous lire la citation du DG des Mariners. Si notre équipe de Ligue mineure avait une épidémie de Covid ou des blessures et que nous devions appeler les gens de l'équipe de réserve, nous manquions un peu de joueurs car il n'y avait aucune chance que vous alliez voir ces jeunes joueurs-là au T-Mobile Park. Nous n'allions pas les mettre sur la liste des 40, nous n'allions pas démarrer leur temps de service et il y avait toutes sortes de raisons. Si nous avions eu un problème de blessure ou une épidémie de Covid, vous auriez peut-être vu mon gros ventre là-bas sur le champ gauche. Vous n'auriez pas vu nos jeunes joueurs, nos espoirs, jouer au T-Mobile Park. Bon, je pense qu'on peut difficilement faire plus clair. Donc oui, ils ont manipulé le temps de service de Jarred Kelenic et en plus, ils s'en vantent. C'est vraiment ça le pire. Donc la MLBPA s'est quand même fait un point d'honneur à supprimer et à rendre illégale cette pratique parce qu'elle est véritablement injuste envers les joueurs. Mais ce système ne perdurera tant que la MLB continuera à compter les années de service en jours. Des solutions ont déjà été proposées de part et d'autre, comme baser par exemple le système sur l'âge des joueurs avec des conditions. La MLBPA propose sensiblement la même chose en le conditionnant à l'âge du joueur, surtout s'il arrive dans ses années avancées, donc au-delà de 30 ans. Ne vous trompez pas, ce sera sans doute l'enjeu majeur des négociations pour la prochaine convention collective de la MLB. Et c'est sans doute ce point-là, avec toutes les questions de salaire aussi, qui risque de bloquer et de potentiellement affecter la saison à venir. Ce qu'on n'espère pas, très clairement. On espère que les deux parties trouvent un accord rapide pour que les joueurs puissent, fin février, regagner leur franchise, entamer le sprint training, qu'on revoie du baseball, qu'on puisse en parler quotidiennement avec vous. Maintenant, l'absence de réunion prévue n'est clairement pas un bon signe en ce début d'année. Il reste encore du temps, certes, il reste 6 semaines, mais on sait que les négociations prendront
plus de temps, puisque ça fait des mois et des mois que les deux parties discutent. Ça fait 26 ans qu'il n'y avait pas eu de grève en MLB. La dernière grève avait mené à une saison très très écourtée, à une absence de World Series. On espère, et du fond du cœur, que cela n'arrivera pas pour tous les fans de baseball, et j'espère que les deux parties penseront aussi à cela pour les négociations qui devraient commencer. Voilà, j'espère que ce point un petit peu sur la situation en MLB vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre podcast, bien entendu. N'hésitez pas à le noter, à donner les 5 petites étoiles, à commenter. Si vous ne nous suivez pas sur les réseaux sociaux, je vous rappelle qu'on est présent sur Twitter, Facebook, Instagram. On est sur Twitch pour des lives. La saison prochaine de MLB verra les premiers lives sur notre chaîne Twitch. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente fin d'après-midi, soirée, matin, matinée, journée, en fonction de quand est-ce que vous écouterez ce podcast. Et je vous dis à très vite dans le podcast MLB de The Free Agent.